Le président turc Recep Tayyip Erdogan a achevé sa visite entamée dimanche en Côte d'Ivoire. Il a quitté Abidjan hier pour Accra. Au Ghana, plusieurs accords ont été signés. 30 000 milliards de francs CFA d'intention d'investissement ont été enregistrés. Le 8e Jeux de la francophonie de 2017 à Abidjan se prépare activement. Le Comité international des Jeux de la francophonie est en mission dans la capitale économique ivoirienne. Le Massa, le marché des arts du spectacle africain, ouvre ses portes le 5 mars prochain. 2000 festivaliers sont annoncés à cette 9e édition. Ce grand rendez-vous culturel africain se tient à Abidjan depuis 1993. Aux États-Unis, c'est la dernière ligne droite dans la course à la présidentielle. Plus d'une dizaine d'États votent aujourd'hui pour les primaires. C'est le Tuesday, le Super Tuesday, autrement dit Super Mardi. Et nous en parlerons dans cette édition avec un invité, Thomas Gessambi, journaliste à la rédaction de RTI 1. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a achevé sa visite entamée dimanche en Côte d'Ivoire. Il a quitté Abidjan hier pour Accra, au Ghana, d'où il se rendra au Nigeria et en Guinée. Cette tournée africaine est placée sous le signe de l'économie et des investissements. 30 000 milliards de francs CFA d'intentions d'investissement turcs ont été enregistrés à l'issue du forum ivoiro-turc. Mamadou Traoré, Ouattara. Standing ovation des opérateurs économiques turcs et ivoiriens, une manière de reconnaître le mérite des présidents Alassane Ouattara et Recep Tayyip Erdogan pour avoir relevé l'économie de leurs pays respectifs, notamment par l'amélioration du climat des affaires dans les deux pays et du choix d'une économie libérale ouverte sur l'extérieur. Autant de raisons qui poussent les milieux d'affaires turcs et ivoiriens à nouer des partenariats. À ce forum, ils étaient au nombre de 500, 200 venus de la Turquie et 300 côté ivoirien. À travers 7 panels, tous se sont imprégnés des opportunités d'investissement dans les deux pays. Depuis 2015, beaucoup de projets turcs sont en réalisation en Côte d'Ivoire, notamment dans l'industrie de la cimenterie carrière, des bâtiments et des travaux publics. Le Conseil d'affaires ivoiro-turc a une forte partition à jouer dans le renforcement des relations économiques entre les deux pays. Signe de l'intérêt des patrons turcs pour le marché ivoirien, ce forum a enregistré 424 rencontres d'affaires lors desquelles des partenariats ont été initiés. Les secteurs concernés sont l'agro-industrie, les finances, le bâtiment, les travaux publics, l'énergie ou encore le pétrole. Au nom des deux présidents, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est réjoui des retombées prometteuses de ce forum qui vise à consolider les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Excellence, Monsieur le Président de la République turque, votre présence très auguste et distinguée parmi nous aujourd'hui est le signe de votre volonté de renforcer et de pérenniser le dynamisme de la coopération ivoiro-turque. Le gouvernement ivoirien en est particulièrement honoré. Grand merci, Excellence, Monsieur le Président de la République turque. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour assurer la mise en œuvre diligente des partenariats publics-privés identifiés ou qui s'exprimeront à la suite de ce forum. Notons que sur la période 2014-2015, les échanges entre la Côte d'Ivoire et la Turquie sont passés de 13 à 31 milliards de francs CFA, chiffre que les deux parties ambitionnent de porter à 1 milliard de dollars, soit environ 550 milliards de francs CFA d'ici à 2020. Et il a reçu les clés de la ville d'Abidjan avant son départ. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. Les clés lui ont été remises par le gouverneur du district autonome d'Abidjan. Retour sur cette cérémonie avec Viviane Aimé. Le district autonome d'Abidjan, à travers ses maires, sa chefferie coutumière, a exprimé au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, la fierté de tout le district d'accueillir ainsi illustre hôte.
Le gouverneur Robert Begré-Mambé lui a remis la clé symbolique de la ville et le diplôme, faisant de lui citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan, ainsi que les armoiries du district autonome. Fierté et aussi considération pour ce chef d'État à la tête d'un grand pays. La Turquie, avec près de 784 000 km² pour plus de 79 millions d'habitants, soit une densité de population estimée à 98 habitants au kilomètre carré, est un très grand pays. La Turquie, parce qu'elle récolte les lauriers mondiaux du génie civil, du bâtiment et des travaux publics, est un exemple, une référence. Le citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan devait être aussi intronisé pour faire désormais partie de la chefferie coutumière du district. Les attributs de chef traditionnel lui ont été offerts. Les chefs traditionnels du district autonome d'Abidjan, ici présents, ont observé, Monsieur le Président, avec bonheur, que de par la qualité de vos décisions, vous êtes pour eux un modèle de maîtrise de soi, de sérénité, de courage et de détermination. Ils ont décidé de vous prier d'accepter d'être un de leurs. Ils vous confèrent aussi le nom que vous porterez désormais en leur sein. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre nom est Adjarabe Yapo. Adjarabe, en pays Akan, peuple autochtone du district autonome d'Abidjan, symbolise le courage, la force de caractère, la témérité sage et raisonnée. Et le nom Yapo symbolise le courage, la témérité dans les moments difficiles pour vaincre l'adversité. Des présents ont été aussi offerts à l'intention de l'épouse du chef de l'État turc, qui a été également baptisée du nom d'Adjarabe Biye. Le gouverneur Begré-Mambé a émis le souhait d'un jumelage entre Abidjan et Ankara, la capitale de la Turquie, et Istanbul, la deuxième ville de ce pays. À son tour, le président turc Recep Tayyip Erdogan a offert un cadeau de valeur, une assiette faite en céramique ancienne turque. J'ai le plaisir, a-t-il dit, d'être le premier chef d'État turc à visiter la Côte d'Ivoire. Même si nous sommes à des milliers de kilomètres, nous partageons des valeurs communes, a-t-il ajouté. À la fin de la cérémonie, le président Recep Tayyip Erdogan a signé le livre d'or du district d'Abidjan. Et justement, la visite du président Erdogan en Côte d'Ivoire, la première d'un chef d'État turc sur le sol ivoirien, s'est soldée par la signature de plusieurs accords bilatéraux. L'objectif des deux pays, augmenter de façon conséquente les échanges commerciaux. Les présidents Erdogan et Ouattara souhaitent relever le niveau des volumes d'échanges en le faisant passer de 150 milliards à 500 milliards de francs CFA d'ici à 2020. Mais le Premier ministre ivoirien veut aller au-delà de cet objectif. Près de 200 hommes d'affaires turcs dans le sillage de Recep Tayyip Erdogan, dernièrement visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. Avec le Premier ministre Daniel Kablan d'un camp et d'autres membres du gouvernement, les Turcs ont parlé infrastructure, logement, tourisme et énergie. Vous avez indiqué que nous avions 2000 MW installés actuellement, que le président nous a demandé de passer à 4000 MW, donc de doubler d'ici 2020. Et ils sont intéressés, certains proposent donc des centrales thermiques au charbon, d'autres, disons que des centrales hydroélectriques, d'autres des centrales au gaz. Donc, il doit déposer ces différents dossiers pour que nous puissions les examiner. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Turquie s'élèvent aujourd'hui à 160 milliards de francs CFA. Les deux chefs d'État sont convenus d'un objectif, 500 milliards de francs CFA d'ici 2020. Quand les présidents fixent un objectif, il faut fixer plus haut pour au moins atteindre ce qu'ils ont fixé. Au lieu d'aller à 2 milliards de dollars, à 1 milliard de dollars, il faut aller à 2 milliards de dollars. Je crois qu'on est tous tombés d'accord à ce niveau et nous allons aller donc de l'avant pour essayer de faire en sorte que ces échanges-là se renforcent. Ils ont des sociétés de qualité internationales
Et nous devons faire en sorte que la Côte d'Ivoire tire grand profit donc, de leur expertise. Une expertise connue dans les agro-industries, le bâtiment, les travaux publics, l'industrie extractive où exercent déjà une vingtaine d'entreprises turques. Reportage réalisé par Ben Touré et Christelle Menin. Avant de quitter la Côte d'Ivoire, le président turc a rencontré le COSIM, le Conseil supérieur des imams. Au cœur des échanges, le projet de construction d'un centre socio-culturel avec une mosquée et les questions liées à la formation des imams et des étudiants musulmans. Abou Sanogo. Sur l'agenda du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, une rencontre avec des dignitaires religieux musulmans, membres du Conseil supérieur des imams conduit par le cheikh Aïma Bouakari Fofana. La délégation d'imams ivoiriens est allée saluer l'hôte de la Côte d'Ivoire pour ses efforts en faveur de la communauté et le remercier pour avoir accepté de construire en Côte d'Ivoire un complexe socio-éducatif comprenant une grande mosquée. Nous avons demandé également de nous aider avec leur expérience pour la formation de nos imams et la formation de nos jeunes qui fréquentent les écoles coraniques pour que demain nous ayons des enfants sortis de ces écoles avec les diplômes qu'il faut pour intégrer le tissu économique de la Côte d'Ivoire. Parce que pendant longtemps, des enfants qui sont formés dans nos écoles ne pouvaient pas intégrer le tissu socio-économique de notre pays. Nous sommes en train de chercher de voir des voies et moyens pour nous aider à trouver des moyens de formation pour nos enfants. Chose qu'il a acceptée également. Le président turc a quitté la Côte d'Ivoire après une visite officielle de 48 heures. La Côte d'Ivoire marque la première étape de la tournée ouest-africaine du président turc. Autres pays à visiter, le Ghana, le Nigeria et la Guinée. Voilà, vous l'avez entendu, le président turc a achevé sa visite entamée dimanche en Côte d'Ivoire. Il a donc quitté Abidjan hier pour Accra, au Ghana, d'où il se rendra au Nigeria et en Guinée. Cette tournée africaine est placée sous le signe de l'économie et des investissements. La directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé, en visite à Abidjan, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. C'est sa première visite en Côte d'Ivoire depuis son élection à la tête de la direction régionale de l'OMS en janvier 2015. Elle est donc venue se faire une idée des avancements au plan sanitaire, des avancées au plan sanitaire et réaffirmer le soutien de l'OMS à la Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. Améliorer la sécurité sanitaire dans la région, priorité numéro 1 du programme d'activité de la directrice régionale pour l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Pour y arriver, Dr Matshidiso Moeti sillonne les États membres de l'organisation pour toucher du doigt les problèmes, mais également les progrès enregistrés au plan sanitaire. De passage en Côte d'Ivoire, c'est justement de cela qu'il s'est agi lors de sa rencontre avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. J'ai pu féliciter le pays pour les progrès faits sur la santé en Côte d'Ivoire dans les années passées. Le polio a été éradiqué ici, c'était certifié. Le ver de Guinée et le tétanos maternel néonatal ont été éliminés. Et je crois que de manière générale, la santé de la population est en train d'être améliorée. Il y a quelques maladies émergentes, les maladies non transmissibles comme le diabète, les cancers, qui sont les priorités sur lesquelles nous allons travailler avec la Côte d'Ivoire. Dr Moeti a réitéré l'engagement et la détermination de l'OMS à travailler avec les gouvernements des pays membres pour assurer la sécurité sanitaire en Afrique. Le programme que vient de citer Dr Moeti est un programme qui coïncide tout à fait avec nos priorités que nous avons bien sûr données, à nous bien sûr de renforcer ce que le gouvernement nous demande de faire, c'est-à-dire la protection de la population ivoirienne. La présence de l'OMS aux côtés de la Côte d'Ivoire est pour le gouvernement une assurance. Je l'annonçais dans les titres, les 8e Jeux de la francophonie de 2017 à Abidjan se préparent activement. Le Comité international des Jeux de la francophonie est en mission dans la capitale économique ivoirienne. Il vient de tenir une réunion avec le Comité national. Le Conseil d'orientation du CIJF veut s'imprégner des préparatifs des Jeux de 2017 et examiner les candidatures de 2021. On retrouve aussi Sidonie Davila.
Des représentants venus des 18 pays membres de la francophonie ainsi que des gouvernements membres du Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie devront statuer sur le futur pays hôte pour les 9e Jeux de la francophonie. 2 candidatures sont en lice pour 2021, année des prochains Jeux. 2 gouvernements du même pays, qui est le Canada. Nous avons le Canada-Québec et le Canada-Nouveau-Brunswick. Et dans les règles des Jeux de la francophonie, le pays qui doit abriter les prochains Jeux doit être désigné 5 ans à l'avance. Nous allons faire un huis clos pour désigner le pays hôte des Jeux de 2021. Mais bien avant, ces 2 pays auront à se prêter à l'exercice du grand oral de présentation et de défense de leurs dossiers respectifs au cours de cette 12e réunion qui se tient en ce moment du 1er au 4 mars. À 507 jours du début officiel des Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire, l'état d'avancement des travaux des 8e Jeux de la francophonie rassure la communauté francophone. Les choses avancent bien, tous les chantiers sont lancés, le dossier d'organisation des Jeux de la francophonie par la Côte d'Ivoire enregistre des avancées et on les félicite pour ça. Le Premier ministre, en tant que président du comité de pilotage des 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire, a fait un déroulé des avancées des travaux pour la réussite de cette manifestation de haute portée. Il est de notre responsabilité de rassurer la communauté francophone sur notre capacité à relever le défi en organisant avec le succès requis des Jeux de référence à tous égards. Dans ce sens, j'ai personnellement procédé le 25 février dernier au lancement officiel des travaux de rénovation et de construction de la quinzaine de sites d'hébergement, de sites culturels et sportifs devant abriter les Jeux 2017. Les délais contractuels situent la livraison des chantiers les plus longs au mois de novembre 2016, soit environ 8 mois avant le début effectif des Jeux d'Abidjan. Pour assurer un plein succès à ces 8e Jeux de la francophonie prévus du 21 au 30 juillet 2017, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a également souhaité la pleine implication du secteur privé, grand moteur de la croissance ivoirienne. La directrice chargée de la stratégie et des opérations pour la région Afrique de la Banque mondiale est en mission en Côte d'Ivoire. Elle était à la primature, comme vous le voyez, pour échanger avec le chef du gouvernement ivoirien. Comment soutenir la forte croissance économique du pays afin que les populations ivoiriennes bénéficient de ces retombées? L'émissaire de la Banque mondiale et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan se sont penchés sur la question. Retenez que la Banque mondiale entend soutenir la Côte d'Ivoire dans tous ses projets de développement. Nous partons maintenant pour la France où le Salon international de l'agriculture se poursuit. Le salon, ouvert depuis samedi, enregistre la participation de la Côte d'Ivoire. Le pays est à l'honneur demain. La journée de ce mercredi lui est dédiée dans cette ferme géante dressée à Paris avec 4000 animaux. La délégation ivoirienne présentera les potentialités agricoles de notre pays. Le 8 mars prochain, le monde entier célèbre la Journée internationale de la femme. Thème retenu en Côte d'Ivoire, autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la famille. Nos reporters font pour vous l'état des lieux en Côte d'Ivoire et exposent la vision du gouvernement ivoirien. Alexis Ouedraogo. La Journée internationale de la femme, loin des célébrations fastes, c'est surtout l'occasion de faire le point des acquis en matière d'égalité du genre. En Côte d'Ivoire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 9 femmes au gouvernement en 2016 contre 5 femmes dans le précédent gouvernement, soit un bond de 8%. Au Conseil économique et social, les 17% de représentation féminine sont montés à 30%. Mieux, la gendarmerie a ouvert ses portes aux femmes. 36 d'entre elles y sont présentement en formation. Au niveau de l'EMPT, les petites filles sont désormais acceptées. Il y avait 20 jeunes filles qui étaient attendues, mais aujourd'hui, il y a 36 jeunes filles qui ont réussi. Dans le domaine de l'éducation, la petite fille cristallise tous les efforts. L'écart entre les petits garçons et les petites filles est fortement réduit par rapport à tout ce qu'on a fait pour les petites filles. La gratuité de l'école, les cantines scolaires, pour faciliter l'accès des filles à l'école. La lutte pour l'élimination des violences basées sur le genre, telles que l'excision, les violences conjugales, est engagée de front.
Nous avons vu que quand les femmes étaient violées, elles avaient honte, la famille ne les accompagnait pas et personne ne les prenait en charge. On a condamné plus d'une trentaine d'auteurs de violences. Autour du thème 2016, autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la famille, le ministère, conscient des nombreux défis restant à relever, veut impliquer tous à s'engager pour le respect du genre. La vision serait de chercher à réduire toujours ces inégalités de façon sectorielle. Il faut que les hommes s'engagent pour les femmes, parce que la société est faite d'hommes et de femmes. Donc notre grande vision, c'est de prendre en compte le genre en tant qu'outil d'analyse, d'orientation et de diagnostic sectoriel pour que les inégalités soient réduites. 2016, année de la femme, année de l'ivoirienne nouvelle, Yao Euphrasie veut y croire. Et un autre événement se prépare en Côte d'Ivoire. Le Massa, le marché des arts du spectacle africain, ouvre ses portes le 5 mars prochain. 2000 festivaliers sont annoncés à cette 9e édition. Pourquoi le Massa? Quelles sont les raisons de sa création? Et pourquoi le choix d'Abidjan? Élément de réponse avec Guillaume Zéré et Serge Coléa. 23 années sont passées depuis la première édition du Massa, le marché des arts du spectacle africain. Organisée tous les 2 ans, cette plateforme d'expression et de promotion des arts vivants a résisté au temps. La réflexion a commencé donc avec les ministres chargés de la culture dans les pays de langue française dans les années 90. Et au fur et à mesure, elle a évolué pour créer un espace qui va permettre aux artistes africains de pouvoir montrer leurs meilleures œuvres. Créé pour être itinérant au départ entre les pays membres de l'espace francophone, le Massa est finalement resté propriété de la Côte d'Ivoire. L'ambiance des années 90 avec les États qui s'installaient dans la démocratie, ça faisait qu'il y avait beaucoup de remue-ménage dans beaucoup de pays. Et donc avoir un pays stable à l'époque, c'était un des critères. Et comme un marché, le Massa fait vendre et acheter. Des artistes doivent aujourd'hui au Massa leur notoriété. Je pense que c'était dans les années 1995, je n'avais pas encore sorti d'album. Et avant la prestation des artistes confirmés, c'est nous qui faisions les premières parties. C'est comme ça, à Yopougon, à la place Figayo, j'ai eu mon premier producteur. Nous avons été contactés par des nationaux pour lesquels nous avons joué à l'intérieur de la troupe. Il y a Aka Simon qui joue dans presque tous les festivals africains. En 23 ans, déboires et succès ont émaillé la vie de ce grand rendez-vous. Les différentes crises que la Côte d'Ivoire a traversées l'ont énormément perturbé. Le Massa qui est venu en Côte d'Ivoire en 1993 parce que c'était un des pays les plus stables, s'est retrouvé dans les soubresauts de la Côte d'Ivoire à partir de 2002 déjà. Résultat, on a fait un Massa qui n'a pas eu le public escompté. C'est cette vitrine vieille de 23 ans qui va ouvrir ses portes à partir du 5 mars prochain et qui va réunir plus de 2000 festivaliers venus du monde entier. Pendant une semaine, Abidjan va vibrer au rythme de la danse, du théâtre, du conte, de l'humour et de la mode. Hors de la Côte d'Ivoire au Bénin, la campagne électorale bat son plein pour la présidentielle du 6 mars qui opposera 33 candidats. Gabriel Zani, notre envoyé spécial à Cotonou, a rencontré 2 d'entre eux. Il s'agit d'Abdoulaye Biochan et Lionel Zinsou. À Cotonou, la grande ville économique du Bénin, et comme dans toutes les autres localités du pays, plus de 4 millions d'électeurs auront à choisir entre 33 candidats à l'élection présidentielle du 6 mars prochain. Les meetings et les promesses de campagne se multiplient dans les grands espaces de rencontres et de rassemblements devant des électeurs pour lesquels presque tout est urgent. Abdoulaye Biochan, l'un des candidats cités parmi les 5 favoris que compte la présidentielle béninoise, définit ses priorités. Il veut établir un nouveau contrat social avec les Béninois. Nous avons lancé il y a quelques semaines déjà ce programme national pour l'emploi qui va être mis en œuvre dès le 6 avril 2016. Et qui va créer 500 000 emplois pendant le prochain quinquennat. Deuxièmement, nous envisageons de donner une très grande autonomie
aux femmes dans le domaine économique et social. Cet ancien ministre des Finances du défunt président béninois Mathieu Kérékou a occupé de hautes responsabilités au Fonds monétaire international, à la Banque ouest-africaine de développement et a été un candidat malheureux au scrutin de 2011 face à Boni Yayi, l'actuel président béninois. Et il met en avant ses expériences dans la gestion des affaires publiques et sa connaissance des réalités du pays, un avantage ou non, mais il a en face d'autres adversaires politiques tout aussi trempés dans la gestion des affaires politiques et financières. Parmi eux, il y a l'actuel Premier ministre Lionel Zinsou. Appelé depuis juin 2015 par Boni Yayi à occuper cette fonction, il propose un Bénin gagnant. C'est un Bénin qui fait une forte croissance, mais elle est déjà forte. Sur les 6%, c'est fort. Ce n'est pas la croissance ivoirienne qui atteint 9%. Et c'est mieux si nous sommes capables, avec la même méthode, le même sérieux, le même professionnalisme, la même capacité d'attirer des investisseurs. L'emploi jeune, l'autonomisation de la femme, l'accès à l'électricité et la création d'une croissance inclusive sont autant de défis qui se profilent à l'horizon à chacun des candidats béninois. Des hommes d'affaires milliardaires comme Patrice Talon, Sébastien Ajavon, à l'avocate Marie-Élise Guedo, ils ont tous des arguments valables pour diriger le Bénin et apporter des réformes significatives à des secteurs importants. Aux États-Unis, c'est la dernière ligne droite dans la course à la présidentielle. Plus d'une dizaine d'États votent aujourd'hui pour les primaires. C'est la plus grande étape dans cette course. Le Super Tuesday, autrement dit Super Mardi, est le jour où tout peut basculer pour les candidats. Ce 1er mars, jour de vérité, devrait permettre de faire le tri entre les prétendants à la Maison-Blanche, côté démocrate. L'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton espère enfin se détacher de son adversaire Bernie Sanders. Et chez les républicains, Donald Trump, connu pour ses phrases et coups de casserole, espère être investi en juin prochain. Et justement, pour parler de ce Super Tuesday, quels sont ces enjeux? Nous sommes maintenant avec un confrère, Thomas Kessambi, il est journaliste, chef de service adjoint au service politique et actualité internationale. Bonsoir Thomas. Bonsoir Marie-Laure. Alors donc, nous sommes en plein dans cette course à l'investiture pour la présidentielle. On parle de Super Tuesday. Qu'est-ce que c'est que le Super Tuesday au juste? Merci Marie-Laure, tu l'avais pourtant si bien défini. Mais comme les mots en tant que notre expert. Un super mardi pour nous les francophones. Remontons, si vous voulez, 28 ans en arrière, c'est en 1988 que, à l'initiative des démocrates des États-Unis du Sud, des États du Sud, décidaient ensemble, 9 États précisément, décidaient d'organiser leur primaire ensemble et de désigner un candidat qui serait à même de les défendre au niveau fédéral. Donc, 28 ans après, ou si vous voulez, depuis cette date, le Super Tuesday, ou si vous voulez, Super Mardi, garde toujours son importance. Son importance parce que l'élection américaine est une élection extrêmement onéreuse, très coûteuse pour les questions de publicité, de médias, mais c'est là une opportunité pour les candidats de se faire mieux entendre. Donc on fait le tri. Il y a une grande visibilité. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, par exemple, c'est ce 1er mardi, ce Super Tuesday, quand il intervient avec le départ d'un président qui n'est pas candidat à sa propre succession, il est beaucoup plus animé. Comme en 2008, au moment où Barack Obama devenait président, 8 ans après, il est beaucoup plus ouvert. Donc pour les Républicains, c'est 595 voix qu'il faudra avoir ce soir. Et pour les démocrates, c'est 865 voix qu'il faut avoir ce soir. Vous comprenez que c'est important dans cette course. Tout à fait. Vous comprenez que celui qui prend toutes ces voix aura forcément une longueur d'avance sur son concurrent. Et à cette heure-ci, comment se présente ce Tuesday? À cette heure-ci, nous sommes exactement comme au football où il y a les vérités qui sont sur papier et il y a les vérités dans les urnes. Donc, nous attendons toujours, mais ce qui est sûr, c'est que c'est... On a deux favoris de chaque côté. Bien entendu, mais des favoris après seulement 4 votes. Ce soir, il y aura toute une différence parce que c'est toute une stratégie, ce sont des discours qui ont été prononcés aux Américains qui seront engagés dans ces élections. Mais ce qui est intéressant ici de retenir, c'est qu'on aura au moins un quart des voix à obtenir ce soir. Donc, c'est extrêmement important pour chacune des parties. Donc, c'est une étape importante, on l'a dit, puisque le tri sera fait et on connaîtra la vérité aujourd'hui. Alors, à quoi peut-on s'attendre à l'issue, selon vous, de cet important rendez-vous?
Oui, on peut s'attendre à plusieurs scénarios, mais moi je vais en retenir peut-être que un. Vous avez par exemple du côté des démocrates, 3 candidats étaient au départ depuis le caucus de l'Iowa, il en reste 2. Et pour 126 voix, vous avez déjà Mme Clinton qui a 91 voix, elle a 26 voix de plus. Côté républicain, on a 126 voix, on a quelqu'un qui a déjà 60 de plus que ses poursuivants. Donc ceux-là, on aurait dit que déjà, avec les premières tendances, sont favoris. Mais toujours est-il que de façon croisée avec toutes les données, on a Donald Trump qui surfe toujours avec beaucoup de victoires, même s'il reçoit des colibés et des volées de bois vert, tout comme Mme Clinton qui est pressenti, mais le tout ne sera pas joué ce soir parce qu'il faut attendre jusqu'au 15 mars aussi pour voir d'autres confrontations, d'autres États qui vont voter pour décider qui sera le cheval de chacun des 2 grands partis, le Parti républicain et le Parti démocrate. Et c'est en juillet qu'on va investir donc les candidats. C'est en juillet? Non, la convention, et c'est là que le Super Tuesday prend son intérêt parce que la convention se fait en fin du mois de mars. Et les élections elles-mêmes ont lieu en novembre. Donc les Américains votent le mardi et c'est pour ça aussi que pour la dynamique de l'intérêt, on vote aussi mardi. C'est pour ça qu'on parle de Super Tuesday. Merci beaucoup Thomas Gessambi pour tout cet éclairage. Merci Marie-Laure. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que c'est la fin de cette édition, mais ne décrochez surtout pas. Tout à l'heure, à partir de 20h50, vous suivrez votre émission spéciale Massa, Marché des arts du spectacle africain, pour avoir une idée des préparatifs et des enjeux de ce grand rendez-vous culturel. Merci à vous tous de votre aimable attention.